Gervais, je sais que tu as un programme hyper chargé en ce moment. Donc merci d'être là avec nous. Pour toutes les personnes qui vont nous regarder, t'écouter. Voilà, c'est parti. Donc, première question, beaucoup de personnes, surtout de la région, te connaissent. Et si quelqu'un ne te connaît pas, est-ce que tu peux te présenter à lui? Je m'appelle Gervais Martel, j'ai 68 ans. J'ai une vie bien remplie jusqu'à maintenant, dans la grande distribution pour commencer, dans le lancement d'une entreprise, un journal gratuit ensuite. Le RC Lens et le sport qui a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Maintenant un peu plus, étant moins dans l'opérationnel du foot, la chanson enfant évidemment, un projet fantastique pour les gamins. Mais pourquoi pour les gamins? Pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que les gamins ce sont eux qui ont fait ma carrière. Donc aujourd'hui leur faire un petit clin d'œil et leur faire plaisir, c'est la moindre des choses. Alors par rapport à une trentaine d'années à la tête du Racing Club de Lens, les 3-4 éléments majeurs que tu retiens? Que le football est un sport exceptionnel, d'abord je retiens ça. C'est un film policier dont on ne connaît jamais l'assassin. Tout peut arriver au foot, ce qui est beaucoup moins vrai. Par exemple, si tu fais jouer le numéro 100 au tennis avec le numéro 1, il y a 99 chances sur 100 que le numéro 1 gagne. La Coupe de France, ça donne bien un petit peu ce qui peut arriver au foot. Et puis après, dans le club, c'est une rencontre d'hommes et de femmes, et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est l'aspect humain que j'ai retenu. Aussi bien chez les joueurs, les entraîneurs que j'ai côtoyés, aussi bien avec le personnel du club qui ont été avec moi pendant presque 3 décennies. Et puis ensuite, le foot c'est comme une entreprise, mais ça a quand même, je dirais, la grande inconnue du sport. Donc c'est pas du tout comparable à une entreprise. On a les mêmes outils de gestion, mais par contre, on a ce qui se passe le samedi, on ne sait pas. Ça veut dire que si on gagne 3 matchs en suivant, on est devenu tout d'un coup le dieu du stade. Si on en perd 5 en suivant, on est devenu l'idiot du village. Mais ça ne me gêne pas parce que je connaissais les règles avant de commencer. Et dans tout ce cursus professionnel que tu as, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier en particulier, si tu devais en citer qu'une? Je dirais la création de la Gaillette. Parce que je pense que c'était un élément extrêmement important pour l'avenir. Et certainement que quand je serai plus de ce monde, la Gaillette sera encore là, je ne suis pas inquiet. Il y aura peu d'élus, parce que c'est toujours difficile, c'est une compétition de tous les jours. Mais on sortira certainement encore des grands champions comme on a sorti avant. J'allais dire comme Raphaël Varane, mais après avec lui, il y en a eu plein d'autres. Tu as des exemples d'autres qui sont sortis? J'en ai beaucoup qui sont sortis. Il y a tellement de joueurs qui sont sortis, je dirais, de centre, c'est difficile de mettre en exergue plus un joueur qu'un autre, mais il y en a eu beaucoup. Et je pense qu'on leur a surtout inculqué aussi le respect, la politesse, parce qu'il y avait évidemment des règles de vie dans le centre de la Gaillette. Et ça, c'est une fierté, parce que on leur a appris à devenir des hommes, tout simplement. Le meilleur joueur du RCL, toute époque confondue. Non, mais je réponds jamais à ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire des frustrés. Mais j'en ai plein dans ma tête. Moi, pendant 30 ans, ce qui m'intéressait, c'était le jeu, c'était le terrain, c'est d'aller aux entraînements, c'est d'aller voir les matchs, évidemment, avec les côtés festifs et les côtés de grande déception, parce que ça fait partie du sport. Et les joueurs, j'en ai côtoyé. Mais j'ai aimé beaucoup aussi des joueurs qui n'ont peut-être pas crevé l'écran, comme vous pouvez l'imaginer, vous supporters, ou vous qui regardiez les matchs, soit en direct, soit à la télé. Moi, j'ai aussi aimé des joueurs qui étaient moyens, mais qui étaient des gens extraordinaires dans le cadre du foot. C'est quoi en particulier qui te faisait aimer ces gens-là, qui ne ressortaient pas, comme tu dis, forcément à l'écran? On sentait que c'était des gens qui étaient disponibles pour le groupe. Et ça, c'est important, parce que souvent, on parle des individualités. Par exemple, le Ballon d'Or, tu vois, moi, je ne suis pas attiré par le Ballon d'Or. C'est marrant, je suis à contre-courant. Pourquoi? Parce que c'est une récompense individuelle, alors qu'on est dans un sport collectif. Ça veut dire que si Ronaldo et Messi ont le ballon d'or, et c'est des joueurs extraordinaires, mais heureusement qu'il y avait des mecs qui couraient à côté d'eux pour leur donner le ballon au moment où il fallait. Heureusement qu'il y avait leur gardien qui arrêtait les balles adverses pour leur permettre de gagner des matchs. Donc ça, c'est un tout. C'est un sport collectif, quoi. Donc mettre en exergue, comme ta question tout à l'heure, quelqu'un, non, ça me convient pas. Dans ma tête, mais j'ai pas envie de le dire. Il y a quelqu'un qui va te poser une question. Bonjour Gervais, j'ai 2 questions à te poser. Jojo. La première, voir l'évolution du football business, ne va-t-on pas vers un crash financier ou un gouffre financier? Cela devient indécent. La deuxième, à voir l'évolution du jeu par lui-même, ne va-t-on pas vers un jeu de plus en plus physique? Et dans le temps, restera-t-il de la place à ces joueurs talentueux, techniques, le toucher de balle, du dribble déroutant
et des passes lumineuses qui font réagir et lever du banc les vrais amoureux du football. Gervais, je te remercie pour ton investissement d'aujourd'hui. Tu es toujours resté le même. Et je crie, vive le Racing Club de Lens et vive les Corons. Bise. Ça, je peux te dire que lui, c'était mon joueur préféré quand j'étais petit. Je lui écrivais des mots, il me renvoyait des photos dédicacées. Ouais, je sais. Des exemples. Georges H, pour moi, c'est un esthète du football. Ça veut dire qu'il avait un déhanchement gauche-droite où il passait sur le côté droit, c'était exceptionnel. Alors évidemment, sur ces deux questions, le football business, c'est la mondialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aime, on n'aime pas, mais il faut faire avec. Ça veut dire qu'on arrive à des paradoxes où un président est président de plusieurs clubs. Comment voulez-vous qu'il ait le même amour pour 3-4 clubs ? Moi, je sais pas, moi, j'ai la même femme depuis 42 ans. Moi, je sais pas comment ils font, moi, ils sont remarquables, ces gens-là. Mais évidemment, ça correspond pas à l'idée que je me fais du foot, mais maintenant, soit on accepte ça et on reste à regarder le football, parce que moi, je l'aime en tant que jeu, ou soit on dit, ça m'intéresse plus, je regarde plus. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dangers, parce que les investissements financiers sont de plus en plus lourds. Les salaires des joueurs sont de plus en plus lourds. Maintenant, pour répondre à Georges, je lui dirais que moi, ça fait pendant 30 ans, on m'a dit les salaires des joueurs vont baisser. J'ai jamais vu baisser une seule fois les salaires des joueurs. Donc, je dirais, on va voir ce qui va se passer à l'avenir. La deuxième question, c'est l'esthétisme sur le terrain. C'est vrai qu'un joueur comme lui, attaquant côté droit, formidable joueur, il est plus en risque maintenant dans des combats physiques comme on l'a vu encore sur les derniers matchs de Champions League avec le RC Lens à Eindhoven notamment. C'est difficile parce que quand un joueur fait la différence, on a envie de le sécher, on a envie de faire faute, et qui dit faute peut dire blessure, peut dire danger, et c'est pour ça que je prends un exemple sur Neymar. Je ne suis pas un aficionados de Neymar, mais Neymar, il faut regarder le nombre de blessures qu'il a depuis maintenant 4 ou 5 ans. Ça vient aussi beaucoup, peut-être de lui-même, mais ça vient aussi beaucoup d'effets de jeu. Et l'effet de jeu, les joueurs qui nous font rêver, comme il a dit très justement, qui font lever le banc de touche, qui font lever le public, c'est des joueurs qui ont une technique hors du commun. Et ces joueurs-là, ils sont quand même la cible d'un football qui devient de plus en plus, je dirais, dur. Et donc là, tu parles de personne, de personnalité. Est-ce que tu as un modèle en particulier qui motive ce que tu fais ? Je pense qu'on a toujours le modèle de ses gènes, c'est-à-dire mon père. Mon père, il m'a appris tellement de choses avec la mine, avec la difficulté du métier. Il m'a dit, Gervais, tu seras pas plus intelligent que les autres, et je suis pas beaucoup plus intelligent que toi. Mais figure-toi que si on fait Paris-Roubaix tous les deux, on va faire à 30 à l'heure. Moi, je vais me lever à 4 heures du matin, toi, tu vas te lever à 7 heures. Crois-moi, tu arriveras 3 heures après moi au Vélodrome. Ça paraît facile, cette remarque-là, mais elle est mathématique, elle est incontournable. Donc c'est un peu ce genre de dicton qui me plaisait chez mon père, qui descendait alors qu'il était ingénieur. Mais à chaque fois, il me disait, je suis ingénieur du fond, pas ingénieur des mines, ingénieur du fond. Il descendait presque tous les jours. Moi, le dimanche, je l'accompagnais à son bureau à la mine. On ne descendait pas. Il m'a fait descendre 2-3 fois quand je faisais rien à l'école. Mais il avait une passion pour son métier. Et cette passion-là, je la retrouve dans les gens du Nord. Je la retrouve évidemment dans l'arrondissement où on est, parce que ces gens-là sont issus de cette culture extraordinaire qui étaient les houillères du bassin du Nord. Donc je me sens bien là-dedans, mais je m'y retrouve beaucoup et souvent je pense à mon papa parce qu'il m'a donné, je dirais, je pense un peu de courage pour faire ce que je fais. Ton père justement t'en parle dans ton livre, donc ton livre qui s'intitule « Il n'y a rien qui va mal ». Et dans ce livre, tu racontes beaucoup d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une que tu souhaiterais nous partager ? D'abord, je voudrais dire, puisque tu me poses la question sur mon livre, le titre, il doit sonner pour les gens en disant il n'y a rien qui va mal. D'abord, c'est une phrase que j'ai souvent utilisée pour les gens qui m'ont côtoyé pendant 30 ans. Et deuxièmement, dans le contexte où on est aujourd'hui, je pense que c'est une bonne phrase. Parce qu'on ouvre la radio, on ouvre la télé, on entend toujours des catastrophes. Si c'est pas des guerres, c'est des inondations. Si c'est pas des inondations, c'est autre chose. Et donc, à partir de là, quand je dis qu'il n'y a rien qui va mal, je veux dire simplement que les choses s'arrangent toujours dans la vie, sauf malheureusement le décès ou la perte de quelqu'un de proche. Mais en général, quand on a des difficultés, et tout le monde a des difficultés dans la vie, personne ne peut dire « je suis passé à travers les gouttes », ça s'est toujours bien passé. Si vous, par exemple, vous cochez votre agenda 6 mois après, quand vous avez un problème,
matériel par exemple, 6 mois après, vous allez tomber sur ça, vous dire, ok, je me suis fini mauvais sang il y a 6 mois, mais je l'ai résolu. Donc moi, j'ai toujours eu, une faculté de résilience qui était directement proportionnelle aux difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça le bouquin. Alors maintenant, je vais revenir à ta question. Une anecdote particulière que tu voudrais partager avec nous, oui. J'avais un copain qui était président de club à Sochaux, qui est décédé, qui s'appelait Monsieur Touzery. Et un jour, ma secrétaire vient me voir, elle me dit « Monsieur Touzery est mort ». Bon, donc j'étais pédé. Je vais à une réunion à Metz, et je croise Carlo Molinari. Je dis « Écoute, Carlo, l'ancien président de Metz, un très bon copain. » Et je lui dis « Carlo, je peux pas aller à l'enterrement de Jacques Touzery, je suis pas là. En plus, il faut que j'aille à Sochaux, tu mettrais une carte pour moi. » Ok. Et je dis et Martine envoie donc des fleurs pour l'enterrement. Et 15 jours après, elle dit il y a un monsieur au téléphone, il faut que vous le preniez. Moi, je dis mais j'ai pas le temps, c'est qui? Non, vous verrez. Je le prends, je décroche le téléphone et j'entends quelqu'un qui me dit c'est Jacques Touzery. Alors là, je me suis dit oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis comment tu vas, Jacques? J'allais pas dire j'espère que tu vas mieux. Je dis comment tu vas? Il me dit très bien. Écoute, je voulais simplement te remercier parce que t'es le seul qui a pensé à envoyer des fleurs pour l'enterrement de ma femme. Heureusement, on avait marqué, elle est décédée, cette brave femme, on avait marqué sincères condoléances, Gervais Martel et le RC Lens. Donc l'anecdote, en fait, je me suis trompé sur le décès de la personne, mais je pense que j'étais content de l'entendre au téléphone. Tiens, justement, X années après, tu n'es plus président du Racing Club de Lens. Je suis certain d'ailleurs que tu poses la question à n'importe qui connaît un peu le football. Quel est le président du Racing Club de Lens? Il faut dire Gervais Martel. C'est une mauvaise chose parce que d'abord on a un bon président à Lens, donc ça c'est le premier point qui m'a succédé avec les résultats qu'on voit du club. Et moi j'en suis super content parce que tu sais quand on quitte une fonction et après ça se passe pas bien. C'est encore pire. Il y a des gens qui peuvent quitter les fonctions en disant après moi le déluge. Moi certainement pas. Moi j'ai commencé à aller au RC Lens. Mon père m'a dit en 1959, je suis né en fin 54. Donc j'avais 5 ans. Tu te rends compte? Donc je suis arrivé à un moment où il y avait bien d'autres présidents et il y en aura bien d'autres après. Aujourd'hui, moi, ce qu'on aime, c'est une entité. C'est un blason, c'est un club. Donc d'abord, je suis super content que ça marche bien. Mais derrière, après, quand on reste aussi longtemps que moi, évidemment qu'on reste dans le paysage, tout au moins pour les gens avec un âge moyen ou avancé, on reste dans le paysage du foot. Moi, je suis toujours resté dans le paysage du foot. Je suis chroniqueur à l'équipe 21 le lundi de temps en temps. Je suis au conseil d'administration de la Ligue nationale. J'ai été sollicité. Je le dis dans mon livre, pour être président de club en France et à l'étranger, j'ai refusé, parce que moi, je suis estampillé Lens, et je serai toujours estampillé Lens. Parlons de fidélité. Il y a quelqu'un de très fidèle qui va te poser une question, tu vas vite le reconnaître. Oh. Gervais Sico, j'espère que tu vas bien et que tu me reconnais. Petite question, la chose dont tu es la plus fière, que ce soit sportif ou pas, que tu aies réalisé. Voilà, on va pas parler de golf surtout. Merci, ciao. Eh ben, je vais répondre ma fille, c'est normal. J'en ai qu'une, c'est Camille, c'est 30 ans, c'est 30 ans de bonheur. Puis après, dans les autres choses, je suis fier de la Gaillette. Bon, je suis fier aussi du titre de champion de Lens, évidemment, c'est un truc qui restera à vie et qui restera marqué dans les annales, parce qu'en plus... On peut plus l'enlever. C'était la première fois, donc toujours les premières fois, c'est formidable. Tu es le roi de la punchline. Tu as dit la tristesse de la défaite te permet de voir qui reste à tes côtés. Bien sûr, parce que vous savez, quand on gagne, tout le monde est sur la photo, et tout le monde va être sur la photo, et c'est normal, c'est un moment de joie, de rassemblement, mais quand on perd, ou quand on commence à perdre souvent, comme ça m'est arrivé, il y a moins de gens qui sont dans la caravane, quoi. Ouais. Mais moi, ça me permet de temps en temps d'aller voir dans la caravane qui reste, quoi. Et donc, c'est les vrais potes, quoi. Et la vie est ainsi faite. Il faut accepter la tristesse dans le sport. S'il n'y avait que des moments où on gagne, plus personne n'irait au stade, parce qu'on connaîtrait le résultat à chaque fois. Aujourd'hui, les matchs difficiles, les matchs accrochés, moi j'ai gagné des matchs contre le cours du jeu, ils sont extraordinaires. Alors les gens me disent, ouais, mais c'est mieux quand on joue bien. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu reviens avec des 3 points, t'as dominé tout le match et tu gagnes, mais c'est pas beau, c'est là. On a gagné des matchs comme on a perdu. À la 92e, 92e, 93e, quelle déception et quel bonheur quand c'est le cas. C'est ça le sport, c'est le foot. On va quitter un peu le RC Lens, on va partir un petit peu avec la chance aux enfants. Alors, du coup, le parrain de l'association, c'est Jean-Luc Reichmann, et vous avez l'air de vous être noué d'amitié. Ah, c'est pas l'air, ouais. Vous vous êtes noué d'amitié, encore mieux. Comment s'est dirigé le choix du parrain de l'association?
Naturellement, dès le moment qu'on connaît quelqu'un et qu'on apprécie quelqu'un, et j'apprécie beaucoup Jean-Luc sur ce qu'il fait, notamment vis-à-vis des autres personnes, donc on était en face tout de suite. Et quand je suis rentré à la Chanson Enfant comme coprésident, je lui ai tout de suite demandé s'il voulait me donner un coup de main au niveau du parrainage. Et pour prendre un parrain, choisir un parrain, ça peut paraître facile. Mais après, il faut choisir le bon parrain qui correspond aussi. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Luc vient encore d'être nommé animateur préféré des Français il y a 2-3 jours. Comme lui, c'est une émission de partage. Et nous, on est une association de partage. Puisqu'on le dit sans arrêt, on partage avec des gens ces moments de bonheur qu'on donne aux enfants, parce que n'oubliez pas qu'on les emmène déjà 2 fois par mois à peu près découvrir des grands spectacles de sport et des grands matchs, quels qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit le sport. Et là, on va voir l'apothéose avec les 15 000 aux Jeux Olympiques. C'est pas du partage? Bah oui, on est en plein dans le partage. Et elle t'est venue comment, cette idée d'emmener 15 000 aux Jeux Olympiques? Je sais plus comme ça, non, elle m'est venue parce que je me suis dit, si je reviens à la Chanson Enfant et si je vais les aider, d'abord, je voudrais qu'on axe sur le sport, ce qui a été accepté par les gens qui étaient à l'époque à l'association, dont beaucoup sont encore avec nous. Et si on fait le sport, évidemment, j'ai pensé 2024. On était à peu près au moment en 2019, à ce moment-là, 2019-2020, il y a eu la période de Covid, c'était compliqué. Je me suis dit, mais quel challenge! Alors au départ, naturellement, les gens, comme d'habitude, m'ont pris pour un barjot. Mais s'il n'y a pas un projet qui est conséquent et un projet noble, un projet vertueux, mais un projet aussi qui frappe les esprits, c'est pour emmener 50 gamins, eh ben on aurait fait exactement 14 950 malheureux. D'accord? Là, on a dit 15 000. Comme ça, il n'y a pas de jalon, on va essayer de faire plaisir à 15 000 gamins. Vous vous rendez compte? Et dans 30 ans, ils diront, j'ai été aux Jeux Olympiques grâce à la Chanson Enfant. Elle est pas belle, la vie? Bon. Juste pour revenir un tout petit peu au RC Lens, mais par rapport aux supporters. Bien, bonjour Gervais, j'espère que tu vas bien. Une petite question. Je voulais savoir ton relationnel avec les chroniqueurs de l'équipe 21, vu leurs préférences affichées pour le PSG et l'OM. Merci. C'est une bonne question, il y a beaucoup de gens qui me la posent ces questions-là. Ouais. Je m'entends bien avec eux. Ouais, bon, de temps en temps, il y en a un ou deux qui me titillent, donc je me laisse pas faire et on s'envoie quelques trucs sur le plateau. Mais globalement, d'abord l'équipe 21, son bassin de population, ça se trouve à Paris. Et le bassin de population après le plus important en France, c'est dans la région de Marseille. Donc on parle souvent de Marseille, on parle souvent de Paris. De temps en temps, je glisse quand même un petit mot ou deux ou trois sur le RC Lens et il me laisse parler avec beaucoup d'amitié. Mais c'est pas illogique, même on parle de l'équipe 21, mais on peut écouter aussi sur les autres radios, sur les autres télés. On parle plus de Paris, c'est la capitale. Malheureusement que de Lens. Mais on en parle de plus en plus de Lens. On parle de l'équipe 21 justement, on va rebondir un peu là-dessus. Tu les connais bien évidemment, par rapport à l'équipe 21, regarde, écoute. Coucou Gervais, c'est Mémé. Ma question est la suivante. Pourquoi Gervais, tu ne refuses jamais un autographe, de signer un autographe? Voilà, parce que j'ai été une fois avec toi à Bollaert. Et t'en as signé, je sais pas combien, enfin d'autographes ou de selfies. Autographe, c'est pour la vieille génération. Selfie, c'est plus de jeunes. Pourquoi tu ne refuses jamais de faire un selfie avec un fan? Voilà la question, et j'attends ta réponse. Allez, salut Gervais, je t'embrasse. Salut, mais la réponse c'est très simple. Hein, c'est quand j'étais gamin, moi il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas de portable comme maintenant. Donc j'écrivais et j'étais content quand le mec répondez, parce que je parle de Georges Lay, je pourrais te citer Courtin, Kravzik, je leur écris à tous, les joueurs de Lens pour avoir des autographes. Et aujourd'hui, je me dis, même s'il y a encore 20 personnes qui attendent pour faire un selfie ou signer un autographe, si je dis non ou je m'arrête, je vais décevoir le mec qui croit qu'il est le premier, quoi. Si je sais pas, j'irais bien à m'exprimer sur ce que je dis. Mais quand il attend, même si en 20e position ou 50e position, il attend pour être avec moi ou avec les joueurs, etc. Moi, j'ai déjà dit à mes joueurs, les gars, j'avais déjà vu à la sortie de la Gaillette, où le gars accélérait et partait chez lui. J'ai dit, mais t'as pas le droit de faire ça, quoi. Les mecs qui sont là, ils donnent la chemise pour toi, ils attendent pour te faire signer quelque chose. Pour moi, ça me semble, c'est même pas une question de politesse, c'est une question de bon sens, quoi. Parce qu'aujourd'hui, sans ces gens-là, qui ont cette gentillesse de nous demander de faire quelque chose pour eux, on n'existe pas. Personne n'existe. Donc aujourd'hui, le dernier selfie est aussi important que le premier. Et donc là, tu as reparlé de ton expérience en tant qu'ancien président du RC Lens. Et donc,
même dans ton livre, tu expliques que tu as commencé chez Auchan, donc en tant que vendeur chez Auchan. Vendeur électroménager. Et ensuite, donc, il y a une énorme évolution pour devenir président du club du RC Lens. Et comment t'expliques cette évolution? Parce que ça peut donner beaucoup d'ambition à justement des jeunes qui nous regardent. J'étais vendeur électroménager, j'étais chef de rayon, j'étais meilleur chef de rayon d'Auchan en électroménager avant de grimper un peu. Et figure-toi que je suis incapable, je dis pas ça exprès par rapport à ma femme, hein, je suis incapable de faire marcher un lave-vaisselle, de faire marcher une machine à laver, etc. Donc c'est pas pour me dédouaner. Non, pourtant, t'en as vendu. Et pourtant, j'en ai vendu, j'ai vendu des trucs. Je raconte des anecdotes, j'ai vendu des trucs, des congélateurs horizontaux. Un jour, j'ai un couple qui vient à 22h, l'heure de la fermeture, je suis encore dans mon rayon. Il commence à me poser 300 000 questions, tu vois. Et là, il est 22h, 21h55, j'en avais marre. Puis à la fin, la bonne femme, elle me dit, j'ai encore une question à vous poser. Imaginez-vous, mon congélateur, il est plein craqué. Il tombe en panne. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je me décompose, je la regarde, je dis, je téléphone à mes potes, on vient manger chez vous. Alors, éclaterée, elle m'a pris le congélo. À 22h, je me souviens encore, j'ai essayé le bon de commande, elle m'a acheté le congélo. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Donc, vous pensez bien que vendre ou expliquer des choses, ça fait partie de mon fonds de commerce, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, à partir de là, après une évolution, avec l'âge, tu grimpes, si tu t'accroches, si tu bosses. Rien n'est tombé comme ça, hein. Attention, hein, je ne sais pas si je l'ai dit dans mon bouquin, mais Auchan, on travaillait 70 heures par semaine. Vous avez bien entendu, 70 heures. Je suis resté une fois, parce que ça ne me convenait pas la façon dont le rayon était présenté, je suis resté 27 heures en suivant sans partir du magasin. J'ai dormi 3 heures dans la réserve. Alors, les temps ont changé. Les temps ont changé. Maintenant, les gens, c'est plus difficile, sauf pour certains métiers, de travailler le samedi, dimanche. Ça a changé. Mais je vais vous surprendre, je suis resté à peu près sur le même rythme de ma vie aujourd'hui. Il va falloir que je me calme. Ma femme me dit ça sans arrêt. Mais je continue parce que je fais plein de choses et je ne peux pas rester inactif. Donc ça fait partie de ma nature. Encore une question qui revient par rapport au livre, qui d'ailleurs, tu vas nous le dire, c'est que les bénéfices seront versés à l'association. C'est pour ça qu'on a fait le livre avec mon ami Bernard Lyons. Les bénéfices, évidemment, vont à la chanson enfant pour financer les 380 autocars, excuse-moi Dominique, avec lesquels on va envoyer ces gamins aux Jeux Olympiques. Donc on a besoin d'argent, donc tous les moyens sont bons. Même écrire un bouquin, mais c'était pas facile, hein. C'est 8 mois de travail quand même pour l'écrire. Écoute-le justement. Le Bernard. Salut Gervais, on a abordé beaucoup de sujets dans ton autobiographie, mais on en a oublié un, la boulette. C'est la réincarnation. Alors je sais pas si tu y crois, mais au cas où, en quel animal aimerais-tu te réincarner? Bisous, love. Merci mon petit Bernard. Pourquoi pas comme Léon, mon petit bulldog français, qui est adorable. Je ne sais pas si les gens vont croire que je suis déjà grand-père, mais ce n'est pas le cas. Quand je fais la dédicace en 3e page du bouquin, je marque à Isabelle, mon épouse, à Camille, ma fille, Antonio, mon gendre, et Léon. Mais Léon, c'est mon chien. D'accord. Elle est pas belle, tiens, justement, il y a peut-être une question un peu particulière. On va l'écouter. Ouf, Léon. Gervais, mon cher maître, tu connais toute l'affection que j'ai pour toi. D'ailleurs, merci pour le temps que tu m'accordes régulièrement. Mais j'ai quand même une demande à te faire. Quand aurons-nous un moment pour nous? Rien que pour nous. Sans téléphone, sans aucun appel. Tu vois ce que je veux dire? Léon. Waf, waf. Extraordinaire. Alors, il a raison. Il est malin, mon Léon. Je passe pas assez de temps avec lui, mais j'adore. Je passe beaucoup de temps avec lui, quand même, samedi, dimanche, où je l'emmène se balader. Et c'est un plaisir de le retrouver le soir. Moi, j'adore les animaux, tu le sais bien. Je suis capable de m'arrêter 2 fois sur la route si je vois 2 chiens qui traînent. Donc, ça a toujours été comme ça. Mais lui, alors, le montage, bravo. On va parler un peu de la famille. La famille, est-ce que c'est le fait d'être papa qui fait que tu orientes tes projets vers les enfants, justement, parce que tu dis les enfants font ma carrière. Et est-ce que c'est le fait d'être papa qui... Non, j'ai toujours été comme ça. D'accord. J'ai toujours été comme ça et j'adore les enfants, quels qu'ils soient. Puis je suis surtout touché quand je vois des enfants qui sont en difficulté. Vous savez, quand vous allez le jour où les gens vont au secours populaire pour chercher des victuailles et qu'on les voit avec leurs enfants avec eux, vous êtes scotché, hein, comme on dit, et ça permet de remettre les gens en place. Donc la famille, oui, c'est formidable. Heureusement que j'ai eu ma famille, parce qu'elle m'a permis de me soutenir dans les moments compliqués. Et donc, mais derrière, non, ça a toujours été. Et justement, en parlant de ta famille, quelle place tu leur laisses à travers tous les projets? J'essaie de leur laisser le maximum de place. Le problème, c'est que
De temps en temps, je dois être un peu casse-bonbon, le mot est faible, certainement au niveau de la famille, parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, qu'il faut que je suis énervant, parce que ma femme m'explique des trucs, mon téléphone sonne et je prends le téléphone, etc. Donc, il faut que je me calme un peu, quoi. Je me dis ça fait longtemps que je me dis ça, mais il faut que j'y arrive à me calmer pour être plus avec eux, parce que c'est des moments aussi exceptionnels. On va rester famille. Je vais donner des dates. Tout de suite, il faut une réponse brièvement. Alors, juillet-août 1980, qu'est-ce qui s'est passé? Juillet-août 80, je suis parti en vacances avec Isa avant le mariage. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'elle a compris que j'étais amoureux de sport, parce que je remontais à chaque fois de la piscine à 17h, elle se demandait ce que je faisais. Puis au bout de 2 jours, elle a compris que je regardais les Jeux Olympiques de Moscou. Et donc, parce que c'était le moment où s'étaient transmis les Jeux Olympiques, et moi je loupe rien en sport, comme tu le sais. Et c'était vos premières vacances en plus? Ouais, premières vacances. Ouais. Mais incroyable. C'est comme ça, ouais. Mais quand la passion est là. Ouais, mais je la connaissais déjà depuis un moment, donc elle connaissait la passion que j'avais pour le sport. 14 septembre 1972. 14 septembre 1972. 14 septembre 1972. C'était à Lens. Il y a eu un gros match? Non? Ou on peut l'appeler comme ça, peut-être. 14 septembre 72, c'était à Lens. J'étais à Saint-Paul à Lens. C'était une rentrée. Ouais. Une rentrée un 14 septembre 72. Oui, une rentrée scolaire. C'est là que j'ai rencontré Isa, peut-être, non? Je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Mais comment tu connais les dates? Tu parlais avec ma femme, toi? Non. Donc c'est quoi? Coup de foudre, alors, ce jour-là. Ouais. C'est comme ça que. C'est extraordinaire. Ça. Donc moi j'avais 18 ans à l'époque, Isa était mineure, mais ça se dit pas. Et donc, mais on s'est mariés en 1980. 43 ans, ça passe le temps. C'est extraordinaire. Incroyable. 14 février 2001. 14 février 2001, Camille elle a 8 ans. Vous étiez dans un restaurant italien. Ouais. Un bon restaurant italien. Ouais, j'ai piqué un pauvrier, non? C'est pas ça? Parce que tu sais, j'ai des pickpockets de poivriers. J'adorais les poivriers. Ça doit être ça, non? Oui. Comment tu me sors ça, toi? Ah bah oui. T'étais caché sous la table? Non mais moi j'étais mort de rire quand on m'a expliqué, bien évidemment. Alors ce que tu as fait, effectivement, c'est que Camille te dit, papa, tu sais que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et toi, d'une assurance dingue, tu dis... J'ai le cadeau. Ben, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré à l'hôtel? J'ai piqué le poivrier que j'ai caché là, tu vois. Et tu l'as caché dans le pantalon. Et puis, je dis, tiens, voilà le cadeau de la Saint-Valentin. D'ailleurs, pour la famille, une petite question. Salut papa, alors 2023 le livre, 2024 les JO, donc qu'est-ce que tu nous réserves pour 2025? Voilà ma question. Et une deuxième personne veut te poser une autre question. Salut Gervais, ma question c'est, qui est-ce que tu penses que méritait les ballons d'or de cette année? Salut. Ah, décidément. À 2025, j'ai rien prévu pour l'instant, mais il y aura certainement d'autres choses. Il faut le dire à Camille. Hein. Il y aura certainement d'autres choses qu'on mettra en place avec la chanson enfant, j'espère, parce que ça ne va pas être un one-shot, les Jeux Olympiques. C'est ce qu'on dit. Ouais. Il va falloir qu'on trouve d'autres idées pour les gamins. Et donc voilà, donc on va toujours trouver, il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie, on va trouver quelque chose. Et Antonio, alors. Et Antonio, le Ballon d'Or, alors lui, c'est un grand supporter de Messi. Alors ce que je pense du Ballon d'Or, il connaît mon... Je ne vais pas dire que je ne regarde pas, je suis toujours intéressé. Mais ce que je peux dire à Antonio, c'est que je suis d'accord que Messi ait eu le Ballon d'Or parce qu'il a fait une grande Coupe du Monde, parce que c'était sur l'année du Ballon d'Or, donc au mois de janvier, la Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Argentine, malheureusement pour nous. Il méritait le Ballon d'Or parce que c'est certainement peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Pour en revenir un peu à toi, du coup, est-ce que quand tu étais plus jeune, il y a un événement particulier qui t'a marqué? La médaille d'or de Guy Dru en 78, c'était exceptionnel, quoi. 110 mètres haies, Wany. Que tu connais bien. Guy Dru, ouais, c'était un moment incroyable, quoi. Après, il y a des moments de tristesse. C'est la demi-finale qu'on perd contre les Allemands à Séville, où on mène en prolongation. Enfin, tout le monde connaît ce match en 82. Et j'en ai un gros souvenir parce que on fêtait les 60 ans de mon papa. Donc on a été toute la famille et on regardait le match. Et évidemment, quand on mène 3-1, on a remis une petite bouteille de champagne. Et quand on a perdu, ma mère était folle parce que son repas était brûlé, évidemment. Parce qu'il y a eu prolongation, pénalty, blablabla. Et à table, plus personne parlait. Donc je peux vous dire que c'est un souvenir dans la tristesse, mais ça reste un souvenir quand même.
Bon, alors, je sais que tu es souvent au téléphone. Le dernier appel que tu as passé? Cet après-midi, Ouais. je l'ai passé à mon éditeur pour prendre un rendez-vous pour aller faire une dédicace dans un magasin Cultura. Voilà. Dernière question pour toi? Et si tu pouvais faire passer un message aux enfants bénéficiaires de l'association? Vous allez vivre une journée exceptionnelle, je l'espère bien. Que ça soit les Jeux Olympiques ou les Paralympiques. Les Jeux Olympiques parce que c'est extraordinaire, mais Paralympiques c'est extraordinaire aussi. Parce que vous allez voir des gens qui sont handicapés, qui se battent au niveau du sport pour avoir une médaille. C'est la plus grande compétition au monde. Ça veut dire qu'on rassemble toutes les disciplines que vous pouvez penser, même les nouvelles qui viennent d'arriver, que les jeunes aiment bien. Mais vous allez passer un moment terrible et je pense que dans votre vie, il faudra que ça reste non seulement un souvenir, mais que vous puissiez vous forger aussi un esprit de gagneur. Parce que les gens qui vont aux Jeux Olympiques, respect pour ceux qui font dernier, il en faut, mais aussi, ils vont tous pour essayer d'avoir une médaille. Donc moi, je dis simplement aux enfants, régalez-vous, passez une super journée, profitez-en avec vos copains, vos copines, racontez bien tout ce que vous verrez à vos parents quand vous viendrez, et surtout, réfléchissez, vous avez été dans un monde qui est accessible. Parce que le sport, notamment, ça permet cette accessibilité et de pouvoir atteindre des sommets. Et donc, il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut travailler, il faut être courageux. Enfin, tous les mots qu'on a dû vous dire ou qu'on vous dira tout au long de votre vie, mais c'est les bons mots. Ce sont les bons mots, ça, c'est sûr. Si on les oublie, on est foutu. Gervais, merci. Merci. Les gens découvriront cette facette professionnelle, privée, et des choses qui sont importantes pour toi, pour ton équilibre, pour tout ce que tu fais. Merci. Merci bien.